C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux dans vos bureaux, dans vos salons, partout où vous vous trouvez, dans vos smartphones, en train de suivre Bossolo Télévision avec votre programme À vous la parole, une tribune d'expression démocratique et libre où les politiciens, les opérateurs économiques et tout ceux qui font l'actualité en RDC défilent pour nous apporter l'information, mais également l'actualité. Comme vous le savez, dans cette tribune, nous avons toujours eu l'insigne honneur de vous parler de la vérité parce que nous avons une vocation de vous livrer la vérité, que la vérité et rien que la vérité. Bossolo Télévision vous accorde le privilège de suivre dans cet échange démocratique sur votre magazine À vous la parole, les personnes qui viennent vous parler de ce que vous voulez entendre et de ce que vous voulez aussi savoir dans les domaines politiques, administratifs, social et puis culturel en République démocratique du Congo. Il est notre invité de ces nouveaux numéros de votre émission À vous la parole, mais c'est un habitué de notre plateau, mais il revient quand il y a nécessité. Patrick Onoya, lobbyiste stratège, président et aussi coordonnateur de Action Fachi 2023. Pourquoi 2023? Pourquoi pas 2028? Nous en parlerons dans cette tribune. Patrick Onoya, président d'Action Fachi, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Guy Rocha. Vous êtes habitué hein, dans ces plateaux d'À vous la parole qui vous reçoit avec dans votre posture de président d'Action Fachi, mais également lobbyiste stratège. Peut-on savoir c'est quoi cette néance? Pourquoi lobbyiste stratège? Parce que ça prête un peu incompréhensif. Oui, merci. C'est vrai qu'il y en a qui me posent aussi la même question. Lobbyiste, c'est un homme de connexion, un homme de réseau, n'est-ce pas? Je suis un homme de réseau, particulièrement de réseau d'affaires. Je suis membre de la Chambre africaine de commerce de Dallas aux États-Unis, où je représente la RDC. C'est à travers les États-Unis que nous rayonnons. Nous possédons aussi un réseau, un vaste réseau dans le domaine de la finance, dans le domaine du secteur bancaire international. Donc, nous pouvons connecter qui veut à notre réseau d'affaires, ce qui sont les aspects de lobbying. C'est-à-dire qu'à travers les États-Unis, nous rayonnons sur les 4 continents dans ce qui concerne le secteur des affaires. Mais stratège en investissement, c'est parce que nous intervenons aussi au niveau de la stratégie, au niveau des principes, pour améliorer, n'est-ce pas, notre façon de faire, pour réellement attirer les investissements, pour réellement concrétiser les projets d'investissement. On se poserait la question, pourquoi le chef de l'État, ayant travaillé longuement sur la question des investissements, appeler les gens, pourquoi ils ne viennent pas en masse? Eh bien, ça, c'est au niveau de la stratégie. Voilà pourquoi nous ne nous taisons pas et nous faisons périodiquement un ensemble de propositions stratégiques pour améliorer, n'est-ce pas, le secteur des investissements, parce qu'il y a à la fois des problèmes conjoncturels, mais il y a aussi des problèmes structurels. Vous avez un penchant sur les États-Unis plutôt que l'Europe. D'ailleurs, pour votre information, le directeur général de Bossolo Télévision séjourne aux ISA pour essayer un peu de palper la réalité de notre collaboration. Je crois qu'il était à Dallas, il était à Washington, il sera à New York, il sera dans plusieurs villes américaines. Comment vous avez jugé ces déplacements d'un compatriote congolais qui quitte son pays pour palper la réalité sur terrain? Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, à l'arrivée de DG de Bossolo à Dallas, j'ai été informé parce que il est encadré par mon jeune frère, Junior Bonpetit, et j'ai donné ma bénédiction. Et je crois qu'autant qu'il le fait pour moi ici, les États-Unis, c'est le siège du capitalisme. Il y a un certain état d'esprit en matière de business qui est utile à comprendre. Nous avons eu par la grâce de Dieu l'opportunité de comprendre cela. Et à travers, par exemple, la Chambre de commerce de Dallas, nous voyons les pays africains anglo-saxons tels que le Nigeria, le Ghana, l'Ouganda, la manière dont ils sont en train d'évoluer, particulièrement dans la compréhension de la finance. Et nous pensons que la RDC doit emboîter le pas. Voilà pourquoi nous ne nous taisons pas. Et nous pensons que progressivement, le message, il passe. Est-ce que pourquoi vous pouvez faire un distinguo entre vos activités en tant qu'investisseur, un lobbyiste stratège
et la nuance que vous apportez dans la politique active? Absolument, c'est simple. Lorsqu'on est lobbyiste, on travaille pour le pays. Mais naturellement, dans l'activité politique, on Parce que là, on voit Action Fachi 2023. Absolument. Trop d'attachement au président de la République. Hein. Absolument. Nous pensons que, vous savez, ce qui me fascine chez le chef de l'État, c'est sa volonté de faire avancer les choses. Okay. Alors, sur cette volonté de faire avancer les choses, nous nous disons, pour quelqu'un qui manifeste autant de volonté, alors soutenons-le. Voilà pourquoi nous venons, parce que je suis avant tout un homme de science, nous venons apporter l'éclairage, de dire, monsieur le chef de l'État, votre volonté c'est bien, mais regardez ce qui doit être amélioré ici et là. Et là, j'utilise mon côté stratège, n'est-ce pas, pour éclairer l'opinion. Et j'utilise par moment d'ailleurs les plateformes universitaires, souvent en particulier la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, pour exprimer les différentes pensées, qui sont véhiculées à travers les médias. Je me considère comme un conseiller lointain du chef de l'État. Étant naturellement cadre de l'UDPS et initiateur d'Action Fachi 2023, nous analysons les faits, nous disons que la volonté ne suffit pas, mais il est important que, surtout au niveau structurel, on a beaucoup de problèmes structurels. Notre économie telle qu'elle se présente, c'est une économie, je suis désolé, embryonnaire, du point de vue structurel. Et il faut qu'un ensemble de choses puissent être complétées à cette économie pour que la vision du chef de l'État se matérialise réellement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé un modèle de croissance basé sur la création des effets de levier, que je me suis permis de baptiser de modèle de Onoya et que nous allons présenter dans les prochains jours. Incessamment, ça sera présenté. Une question de curiosité. Vous appartenez à la famille présidentielle comme étant quelqu'un qui porte la vision du chef de l'État. Mais au sein de l'UDPS que vous soutenez, que vous êtes aussi membre, est-ce qu'il y a des têtes pensantes comme vous réfléchissez à fond pour ressortir des meilleures résolutions pour l'avancement des questions au sein qui se posent avec acuité dans la marche du pays? Sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan, parce que vous êtes une machine politique. Hein? Absolument. Ça, c'est une des réalisations du secrétaire général Augustin Kabouya, qui a tenu à mettre en place ce qu'on appelle un corps d'élite scientifique au niveau du parti, naturellement, qui se réunit périodiquement pour réfléchir sur un ensemble de questions. Et nous avons l'habitude aussi de verser nos contributions, particulièrement dans notre secteur qui est celui de l'économie, dans le cadre du corps d'élite scientifique, et qui présente périodiquement ses résolutions au chef de l'État. Vous êtes entendu? Nous pensons que oui, parce que je suis à ma 1e proposition, vous savez, Bossolo nous suit de près, oui. Et je suis content de savoir que même notre proposition de la création d'un ministère de l'investissement est écoutée, et en temps opportun, cela sera appliqué. Ça fait autant de clameurs, et les politiques ont intervenu, même les parlementaires ont levé les tons par rapport à ça dans le couloir pour, comment dirais-je, impulser cette initiative de Patrick Onoya, parce qu'on s'est dit, pour que le pays sorte de cette gouffre, il faudra un ministère d'investissement pour canaliser les ressources naturelles congolaise. Alors, M. Patrick Onoya, on va se pencher sur l'actualité vous concernant, parce que dans un avenir, dans un passé récent, vous avez mobilisé la masse en retard. Pas aussi longtemps, le chef de l'État avait déjà donné l'ego d'une mobilisation tout azimut des Congolais par rapport à l'agression dont le pays est victime à l'est du pays. Mais on a vu Patrick Onoya, au-delà des déclarations faites dans le média, il est entré en acte. Dans l'acte, pourquoi? Parce que vous avez initié une opération sur pas une maison sans un enfant au sein des FRDC. Je ne sais pas si je l'ai bien défini, mais oui. Ça consistait à quoi cette opération où on a vu les mamans, on a vu le papa, on a vu les jeunes filles et garçons, même le vieux, s'impliquer dans cette opération dont le goût a été donné dans la commune urbano-rurale de Lancelé. La population qui nous suit à travers le monde aimerait savoir le bien fondé de cette opération que vous avez initiée. Merci beaucoup. Le bien fondé, c'est avant tout une frustration de voir à travers la télé, dans les réseaux sociaux, pendant que ça tire à l'est, les gens meurent,
à l'ouest, il y a la polémique. Et j'ai même tweeté en disant, à l'est, la guerre, à l'ouest, la polémique politique. C'est pas une famille sans un enfant dans les FARDC, c'est de dire, ce qui se passe à l'est nous concerne tous. Le patriotisme est une couche au-dessus de la politique. La politique, on a nos penchants, ce sont les individus. Par exemple, je soutiens Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais la patrie, c'est la RDC. En lingala, on le dit bien, Likambo Yamabele. Likambo Yamabele. Ça signifie que j'ai voulu sensibiliser les gens sur un thème fort, parce que j'aime la polémique que ça crée. Dire, ben, et toi et tout ça, mais moi, je dis, je suis exempté parce que déjà, je suis de famille militaire. Donc, on n'en parle même pas, n'est-ce pas? Mais c'est une façon de dire que ce qui nous touche ce qui touche l'Est peut toucher l'Ouest. Okay. Lorsque nous faisions le terrain à la Tchangou, lorsque je constatais que les gens ne comprenaient pas le bien fondé, pour ceux qui avaient un certain âge, je posais juste une question. Est-ce que vous vous rappelez du 2 août 1998? 2 août 98, ça vous dit quoi? Ah oui, les Rwandais sont entrés à Tchangou. J'ai dit voilà. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer que la guerre des Rwandais pouvait arriver à Kinshasa? Mais le 2 août 1998, c'est arrivé. Ceci veut dire que ce qui apparaît être loin peut être proche, peut nous arriver, nous, ici à Kinshasa, si on ne fait pas attention. Alors, une façon de soutenir le pays, je ne dis pas de soutenir Félix Tshisekedi, je dis de soutenir le pays, c'est d'avoir un enfant au sein de FARDC. Le chef d'état-major a établi dans le cadre de la deuxième vague, parce que la première vague, elle a intervenu après l'adresse du chef de l'État à la nation sur la situation de l'Est. Je crois que, si je ne m'abuse, le 23 novembre 2022. Il y a eu une première vague, plus de 10 000 personnes, spontanément. En janvier, on a eu le chef d'état-major qui est monté au créneau pour solliciter encore. On s'est dit, on va encourager cela parce qu'au-delà des efforts diplomatiques, il y a le front militaire. C'est le front militaire qui donne la force à la diplomatie du chef de l'État. C'est ainsi, pour soutenir les actions, on l'appelle commandant suprême, au niveau de la diplomatie, il est important que les actions au front, n'est-ce pas, soient fortes. Et il y a la première arme au front. Ce ne sont pas les armes à feu, mais c'est le nombre d'hommes dont on a besoin. Et pour cela, il est important que chaque Congolais, au-delà de la dimension politique, se rende compte qu'il est important qu'il s'implique. Pasteur, enseignant, ainsi de suite. Vous devez parler de la situation de la guerre à l'Est. Vous devez révolter la population par cette tentative de balkanisation de la RDC. Nous avons suivi le président de la République dans une adresse à la nation où il a insisté sur la création d'une école de guerre en République démocratique du Congo. Mais pourquoi ne pas procéder par rapport à cette institution qui est légale, qui est de ramasser, comment dirais-je, d'enrôler les enfants comme ça? Parce qu'aujourd'hui, si la guerre est déclarée, il faut avoir des professionnels au sein dans les rangs de nos forces armées. Vous savez, on compte 30 ans. 30 ans depuis que l'Est a commencé à être instable. Et lorsque cela a commencé en 1993, dans le village de Ntoto, nous sommes dans le territoire de Walikale, à travers un mouvement qui a été connu finalement comme le mouvement de Mai Mai, on ne savait pas que ça allait durer 30 ans. 30 ans. Ceci veut simplement dire que, comme vous connaissez l'adage, on sait quand on commence une guerre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on la finit. Alors, partant de cela, toute action qui commence aujourd'hui ne doit pas être analysée dans le court terme. Parce que nous ne savons pas, plus de 100, n'est-ce pas, groupes armés à l'Est. Aujourd'hui, on parle du M23 parce que c'est celui qui commence à avoir des ambitions démesurées à cause de ceux qui le soutiennent, ça signifie le Rwanda. Le Rwanda. Mais pour en finir avec la centaine de groupes armés, ça va nous prendre un peu de temps. Ceci dit, que si l'on commence à former les gens maintenant, il ne sera jamais tard pour les envoyer au front afin de nous permettre d'éradiquer tout cela. Rappelez-vous, le président Macron, moi je le dis assez, et il a pu le dire assez maladroitement, il nous a chargé sur la situation de l'Est. C'est pour dire quelque part
que ce que le chef de l'État fait est important. Il le fait pas seulement pour le présent, mais il le fait aussi pour les générations futures. Voilà pourquoi nous sommes venus appuyer ces idées avec notre initiative. Pas un enfant, pas une famille sans un enfant au sein de FARDC. Vous agirez pas seulement pour aujourd'hui, mais nous agirons tous pour demain aussi. Ce pays doit être fort. Économie politique et aussi aspect sécuritaire, Patrick Onoya met l'accent sur la stabilité de la République démocratique du Congo qui repose aussi dans une armée forte où les enfants, les filles et filles de la République démocratique du Congo s'impliquent ardemment pour la résolution de cette crise. Mais le chef de l'État aussi a engagé des moyens nécessaires aux forces armées pour qu'aujourd'hui l'armée congolaise ne puisse pas manquer munitions, fusils, pour que les ennemis qui écument la partie Est reçoivent le feu afin de quitter l'Est de la République démocratique du Congo. Mais on ne livre pas les secrets militaires, je suis désolé, moi et vous, nous ne sommes pas militaires, mais qu'est-ce qui serait à la base de cette résistance? Absolument, merci beaucoup. Vous savez, je fais un ensemble de lectures depuis que cette affaire a pris une certaine ampleur, parce que tout le monde doit s'impliquer dans cette affaire de la guerre. Nous assistons aux conséquences d'une déliquescence de l'armée congolaise qui a commencé vers les années 70. Pour la petite histoire, Mobutu a bien commencé, déjà les années 60. On a mon feu-oncle, le colonel Omba, qui fait parmi la première promotion de Saint-Cyr en Belgique. Il envoie des générations, on a des rangers, on a ainsi de suite. Mais à partir des années 70, il y a une certaine folie de grandeur qui prend Mobutu et il se rend compte que les gens qu'il a formés peuvent devenir, on le conseille mal, n'est-ce pas? On le conseille mal en lui disant, écoute, toi tu es en train de former des militaires, mais ces gens seront ceux qui peuvent te faire un coup d'État. Parce que du côté des civils, tu t'en sors assez bien, mais du côté militaire, tu formes ces gens, n'est-ce pas? Et, ça a été la dérive de l'armée, où il y a eu un tribalisme qui s'est implanté. La corruption a commencé. C'est enraciné. Et oui, qui s'est enraciné. Mobutu avait horreur particulièrement de trois grandes ethnies, c'est ceux du Bandundu, ceux du Grand Kassai et ce qu'on appelait du Shaba. Du Shaba. Et naturellement, il y a eu la promotion du Grand Équateur, un peu du Haut-Zaïre, à cause des cultures qui se rapprochent. Donc, il y a eu de fil en aiguille cela, et jusqu'à l'arrivée de l'AFDL, et on a connu encore des années sombres, avec ce qu'on a appelé le brassage. Le brassage a fait qu'on a eu un ensemble de rebelles qui du coup, selon leur rang au niveau de la rébellion, se sont retrouvés des généraux ou des colonels, ainsi de suite. Et quelqu'un même dans le programme, un des amis qui m'a raconté un peu les mésaventures lors du brassage. On a un général qui ne connaît pas ce qu'on appelle le REI, donc il ne sait même pas exactement. Donc on doit tout apprendre, mais on doit l'apprendre en étant général. Alors, tout ça a fait que notre armée, il faut savoir que l'armée est un domaine de la carrière. Ça signifie qu'on ne devient pas général du coup, on ne devient pas colonel du coup. Il y a un ensemble de formations à chaque fois qu'il faut assimiler. Voilà, ce qui fait que nous nous retrouvons avec une armée, comme on dit, des infiltrés, mais non seulement une armée des infiltrés. Moi, j'identifie 3 catégories d'officiers. Il y a les officiers loyaux, et là, c'est la petite quantité. On a des officiers affairistes qui ne pensent qu'à l'enrichissement, et il y a aussi les infiltrés. Alors, imaginez que les loyaux sont en faible quantité, mais c'est plutôt les affairistes et les infiltrés qui sont en grande quantité, ceux qui n'offrent pas beaucoup de choix au chef de l'État, qui malgré tout doit faire avec. Alors, c'est cette situation qui fait que, quelque part, on ne sait pas au moins maîtriser, on ne sait pas, mais je sais que le chef de l'État
est pleinement plongé dedans, mais il vient d'hériter d'une situation héritée de plus de 10 ans, n'est-ce pas, de 15-20 ans, d'une situation d'une armée, et je vous raconte déjà les années 70, donc ça signifie une situation où on a des braves, mais quelque part, il se pose un problème de commandement que plusieurs sont en train de décrier. Mais je sais que le chef de l'État a le problème à bras le corps et progressivement, nous allons voir des prouesses. Mais nous ne pouvons échapper ce passé, que nous venons d'expliquer. On doit s'assumer. Alors, dans cet engrenage, le pouvoir politique, comme l'Assemblée nationale, on a vu Mbosso dernièrement crier du haut de la tribune, quitter les groupes armés. Vous parlez de l'infiltration. Aujourd'hui, les têtes tombent déjà, les gens se dévoilent par rapport aux services de sécurité mis en place par le président de la République. On sent que le service est en train de faire son travail. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces traîtres-là qui ont mis du temps de trahir d'abord la nation et puis de piller la nation, de collaborer avec ceux qui sont en train de piller l'État congolais et qui se retrouvent dans les institutions de la place? Vous savez, je vais y répondre par une anecdote. Vers le Moyen-Âge, la situation du Moyen-Âge en Europe était semblable à celle que nous avons ici en Afrique en ce moment. Il y a les sorciers, et particulièrement les sorcières, qui faisaient un ensemble de ravages en jetant des sorts, ceci. Et il y a eu un roi qui s'est décidé de dire « cette affaire de sorcières, trop, c'est trop ». Parce que la société ne peut plus avancer à cause des sorcières. Ce qui a fait qu'il y a eu une opération de chasse aux sorcières, n'est-ce pas? Et qui a gardé cette expression, la chasse aux sorcières, naturellement parce que, pourquoi on utilisait au sens péjoratif? Parce qu'il y a eu des excès, n'est-ce pas? Des abus, des règlements de compte dans ce cadre-là de la chasse aux sorcières. Mais c'est ça qui a fait évoluer l'Europe occidentale, n'est-ce pas? Et qui n'est plus enclin à cette situation de sorcellerie et on a même l'impression actuellement que ça n'a jamais existé en Europe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la traîtrise, c'est une chose, c'est une gangrène, c'est de la sorcellerie qui, autant que cela a commencé, doit continuer jusqu'à ce que tous les sorciers, n'est-ce pas, soient mis à l'écart et on avance. On n'a pas de choix, sinon on ne s'en sortira pas. Et je sais que le chef de l'État est déterminé sur cette question. Et les sorciers se dévoilent aussi. Hein? Mais absolument, absolument. Mais c'est Patrick Onoya, Action Fachi 2023, perspective, c'est pour quoi? Les élections de 2023? Ou soit c'est une connotation comme ça pour soutenir la personne de Félix Tshisekedi ou l'institution président de la République? Merci beaucoup. La démocratie à laquelle a souscrit la République démocratique du Congo est une démocratie participative. C'est-à-dire que pour que le peuple fasse connaître ses desiderata, il le fait à travers ses représentants. Ceci dit que les élections dans le cadre d'une démocratie participative sont des moments cruciaux parce que la population, et quelques cas simples sont fixés par la Constitution tels que le référendum, mais sinon se fait de façon indirecte à travers les élus. Voilà pourquoi nous, au niveau d'Action Fachi, nous avons mis l'accent sur 2023 pour dire particulièrement à la jeunesse congolaise, faites attention. Si vous dites, parce que la jeunesse dit qu'elle a la plupart des élus qui se retrouvent actuellement à l'Assemblée qui ne sont pas ceux que ils veulent voir. Ils veulent voir, oui. Ils parlent d'un renouvellement de la classe politique où les jeunes doivent prendre le pouvoir parce que la République démocratique du Congo étant à plus de 70% jeunes, il faudrait bien qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui vont être l'émanation de la population. Alors nous nous disons, cette volonté de voir le chef de l'État être réélu en 2023 et d'avoir une classe politique rajeunie, non seulement en âge, mais en pensée, il faut s'impliquer aujourd'hui. Et ça, c'est le cheval de bataille d'Action Fachi 2023. Mais nous sommes comme si nous étions dans un cycle infernal. Hein. Ce sont les mêmes acteurs
qui partent, qui reviennent. Quand il y a une échéance politique, ce sont les mêmes qui reviennent. Ceux qui se nomment les Ngolo, comme on dit, les grands Ngolo, comme on dit à Lingala. Ils se retrouvent toujours dans la sphère de prise de décision. Mais c'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, vous ne serez pas étonné de voir celui qui a dirigé la Commission électorale nationale indépendante hier, s'est déclaré candidat de président de la République. Je parle de Corneille Nangaa. Ça symbolise quoi? On est dans une démocratie, mais est-ce qu'on a des yeux pour voir, ou soit nous jouons avec cette démocratie, cher Moakiza? Merci beaucoup. Vous savez, il y a un aspect de la physiologie, donc de l'anatomie humaine. On dit l'appétit vient en mangeant. Et plus on a un gros ventre, plus on a tendance à vouloir manger davantage. Donc le ventre grossit. Et ça signifie que si on mangeait pour 2, on commence à manger pour 4, pour 6. Et on croit que c'est normal, n'est-ce pas? Moi, je suis content que M. Corneille Nangaa puisse rectifier ses dires. Ce qu'il a dit sur ce qu'on a lu dans Jeune Afrique, qui nous a été rapporté, et ce qu'il a dit dans Télé 50 à propos de l'accord politique a été nuancé, n'est-ce pas? Et nous comprenons que monsieur comprend que il y a des limites, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas se permettre des tours politiques. On ne peut pas se permettre de raconter tout et n'importe quoi. Il y a des limites. Vu qu'il a fait ce rectificatif, donc nous nous limiterons là. Mais nous allons simplement dire que ce qui est un cheval de bataille, pour nous, Action Fachi, nous prenons ce que nous appelons la politique de développement. Et dans la politique de développement, il y a un aspect très important, c'est l'éducation de la masse. Un adage dit, un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et pourquoi on peut duper facilement la population? C'est lorsque la population manque la connaissance. Alors, nous travaillons sur la connaissance qu'il faut apporter à la population, de telle sorte que cette population, lorsque vous viendrez avec vos billets, on m'a raconté une histoire au Ghana, et nous prions Dieu, et nous agissons pour que ça arrive ici en République démocratique du Congo. Un homme politique est venu avec des sacs de riz, il a distribué dans un village. Il est allé dormir. Le lendemain, il a vu ces sacs de riz. Il a vu ça dans sa Jeep. On lui a dit, ça, c'est pas ça dont on a besoin. Nous, on veut voir les choses avancer ici. C'est cela. Il faut apporter la connaissance. Apporter ce qu'il faut. N'est-ce pas? Moi, je dis dans un forum, s'il vous plaît, il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes et surtout les intellectuels. On a parlé ici de la déliquescence de l'armée. Vous tirez sur Félix Tshisekedi et vous oubliez qu'on venait de passer 18 ans, n'est-ce pas? Avec tout ce que j'ai raconté ici, il faut qu'on soit sérieux. Et le sérieux, lorsqu'on est intellectuel, nous oblige alors à la limite à nous taire, n'est-ce pas? Si nous ne voulons pas parler des années Kabila, alors ne parlez pas aussi des années Tshisekedi. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Et je pense qu'en tant qu'intellectuel, ça vaudrait mieux. Et tout ça, c'est quoi? C'est exactement un certain nivellement vers le bas qu'on amène la population. Ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait veulent revenir pour raconter le contraire. Moi, je pense que la population devrait suffisamment être éveillée, c'est le travail que nous faisons, pour refuser cela, n'est-ce pas? Sinon, votons des nouvelles têtes, de nouvelles figures, comme on appelle ici à Kinshasa des Sosopembe, mais ne nous racontons pas le noir qui devient le blanc subitement. Ça, la population ne doit plus accepter. Est-ce que cette population sur qui vous gérez est prête à aller aux élections, à votre appréhension? Cette population veut la paix et le pain. Voilà ce qu'elle veut. La paix et le pain. D'où viendra le pain? Absolument. Le pain viendra vers l'amélioration du social, n'est-ce pas? Vers plus d'investissement. La paix proviendra de la fin de la guerre à l'Est. Les gens, ils veulent le mieux-être. Et la nature a déjà démontré que lorsque l'humain est satisfait, peu importe de qui est au pouvoir, il s'en fout. On oublie les élections. On oublie les élections si tout va bien, n'est-ce pas? C'est comme ça que les Occidentaux appelaient Kadhafi dictateur, mais la population
ne comprenaient pas, avaient du mal à comprendre ce terme-là de dictateur. Oui. C'est quoi un dictateur? Parce que tout étudiant, pratiquement tout étudiant, on l'a appris tous ici, a un véhicule. Les gens mangent à leur faim. Et lorsque l'Europe a tenté de mettre la démocratie à l'européenne en Libye, depuis que Nicolas Sarkozy a fait ce qu'il a fait en Libye, la situation a dégringolé, le peuple souffre. Voilà pourquoi je dis, ce dont le peuple a besoin ne sont pas les élections, mais c'est la paix et le pain. Quelle nuance? Nous parlons de l'arrivée ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi que Emmanuel Macron, hein, l'actuel président français, a fait une tournée africaine. Hein. Il a commencé au Gabon, il est allé au Burkina Faso, et Angola, Congo-Brazzaville. Il a atterri finalement à Kinshasa, un terrain qui lui était hostile hein, avant son arrivée, après avoir fait des déclarations à Élysée. Mais finalement, il est arrivé à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République. Après des échanges, comment vous êtes en train de peindre le tableau de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, eu égard à ses propos tenus sur l'aspect électoral, sécuritaire et aussi des coopérations? Merci beaucoup. Je commencerai par la fin. Vous savez, nous qui avons évolué dans le monde anglo-saxon, nous savons une chose. C'est que si l'on doit compter les 10, les 20, les 30 premières nations scientifiques au monde, on n'y trouvera pas la France. Ok. Ceci signifie qu'un partenariat scientifique avec la France, oui, on veut bien, mais au niveau scientifique, ils ne sont pas le top. Ceci dit que nous ne refusons pas la main tendue par la France, mais nous pensons que parce que nous nous aimons nous-mêmes, nous devons faire le choix d'aller vers les sommités de ce monde qui sont prêtes, n'est-ce pas, à pouvoir nous tendre la main. De deux, je vais féliciter le chef de l'État une fois de plus. C'est la première fois, si ce n'est qu'on a vu les Congolais être unanimes sur les positions du chef de l'État. C'est très important. Patrice Emery Lumumba n'est pas mort en vain, n'est-ce pas? Thomas Sankara n'est pas mort en vain, et tous ces grands leaders. Il était prudent quand il a dit « je reste dubitatif hein, par rapport à tout ce que vous Absolument, avancez. Nous restons aussi dubitatifs parce que c'est bon d'être donneur de leçons, mais nous n'avons pas oublié l'histoire de 1994. Parce que moi, je posais même la question à plusieurs. Vous savez pourquoi Emmanuel Macron a insisté à partir de 1994 Eh bien, il y a une raison. Lorsqu'en 1994, nous savons que c'est l'avion d'Abiyarimana, le 6 avril, qui est abattu, et nous savons, n'est-ce pas, qui a été le commanditaire. Et nous savons qu'en 1994, on a eu l'opération turquoise qui a été validée par une résolution des Nations Unies, si je ne m'abuse, la résolution 929, n'est-ce pas, autorisée le 14 juin 1994, si ma mémoire est bonne. L'opération turquoise qui avait dans sa mission aussi une mission offensive, ça signifie d'utiliser les armes à feu pour éviter que ce génocide ne puisse se perpétrer, eh bien, mais malgré cette opération turquoise, ce génocide a eu lieu et nous avons été forcés, j'insiste et je parle du président Mobutu, d'ouvrir nos frontières aux extrémistes Hutus, appelés à l'époque Interahamwe, actuellement FDLR, et dans cette communauté internationale qui a fait le plus pression au président Mobutu, c'est bien la France. Et dans l'histoire, on se rappellera le désaccord. D'ouvrir un couloir humanitaire. Exactement. Mais quel couloir humanitaire où les gens entraient avec armes, munitions et tout, accueillis chez nous sur la pression de la communauté internationale. Moi, je dis que c'est facile de charger le Congolais. Je dis qu'il y a une responsabilité partagée. Et face à l'histoire, il était important que le président Macron ne puisse pas avoir cet air ascendant, n'est-ce pas, et en reconnaissant que quand même la communauté internationale et la France en tête a eu un rôle à jouer
dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo où nous fêtons les 29 ans de triste mémoire. Et si la France était réellement ce donneur de leçons, elle aurait pu réussir l'opération turquoise. Elle n'a pas pu. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, elle continue à faire son mea culpa, n'est-ce pas, au Kantouti. Pourquoi? Parce que il était connu que la France était pro-Hutu, pro-Abiyarimana. Et voilà pourquoi, moi, lorsque je suivais le président Macron, j'ai vu... Il n'a pas eu le courage, il n'a pas eu le courage de condamner fermement le Rwanda. J'ai vu un porte-parole de Paul Kagame, je suis désolé de constater que Macron a dû se rabaisser à ce point-là. Mais nous, voilà pourquoi nous revenons en disant que le Congolais doit être conscient du fait que l'intention de balkaniser le pays, la colonisation économique dont a parlé le pape François est une réalité et nous devons nous souder comme un seul homme pour faire barrière à tout cela. Donc, nous pensons que la France devrait avoir un peu de retenue. Mais d'autre part, nous admettons qu'il y a lieu d'avoir une interpellation de la classe politique congolaise, que de se dire, se diviser, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons admettre qu'il y a eu des efforts. Lorsque dit qu'on n'a rien fait, s'il vous plaît, la Constitution de 2006 a été le fruit d'âpres, n'est-ce pas, discussions. C'est le génie congolais qui nous a amenés vers un nouveau départ de la Constitution de 2006 qui nous guide actuellement. Il y a eu un ensemble d'avancées pour établir la paix. Le 1+4 qui a été une invention congolaise, c'est quelque chose du génie, n'est-ce pas, de l'intellectuel congolais pour arriver à rétablir la paix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire table rase sur tous les efforts qui ont été fournis. Mais nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons telles que la situation des contrats chinois qui ont été évoqués par l'IGF. Je suis désolé, c'est à croire qu'on n'a pas d'intellectuels capables de pouvoir réfléchir et nous pondre des projets dignes de ce nom, dignes de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont des choses que nous devons refuser. Il y a le brassage, tel que nous avons dit, qui nous a amené des situations où aujourd'hui on a une armée à gestion pas facile. Ce sont des choses pour lesquelles les intellectuels congolais, je parle des intellectuels congolais doivent se dire où je suis, plus jamais ça, n'est-ce pas, par fierté pour mon pays, pour moi-même, je dois manifester un certain niveau de compétence dans les responsabilités. Mais ce ne sont que les intellectuels que nous sommes qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui et qu'il faudra apporter des remèdes aussi efficaces pour que le pays puisse revenir. Mais l'espoir est permis. Nous recevons sur ces plateaux le président d'Action Fachi 2023, lobbyiste et stratège, Patrick Onoya, qui est en train de parler avec son cœur par rapport à toutes les situations qui prévaut en République démocratique du Congo, notamment dans le volet politique, économique, mais également sécuritaire. Patrick Onoya, Action Fachi 2023, jusqu'où irez-vous? Eh bien, jusqu'à notre participation, pas personnelle, mais participation aux décisions, n'est-ce pas? Et nous avons dit que cela passe dans le cadre d'une démocratie participative vers avoir beaucoup d'élus, n'est-ce pas, à la fois au niveau national qu'au niveau provincial. Mais nous misons beaucoup plus au niveau provincial parce que nous pensons que les jeunes doivent avoir le temps d'apprendre, à la fois au niveau provincial, au niveau local. Il faut commencer quelque part, même représenter une commune ou un quartier. C'est de cette façon que nous pensons que les jeunes doivent entrer dans la politique active sans créer, n'est-ce pas, ce conflit de génération. Il est important que les seniors, comme je les appelle, comprennent que nous devons y aller main dans la main. Et c'est de cette façon qu'on peut espérer un lendemain meilleur. Mais nous continuerons à faire nos propositions. Nous continuerons à faire nos propositions dans le cadre de la politique de développement. Voilà pourquoi je vous inviterai très bientôt sur la présentation de notre modèle de croissance, appelé modèle de croissance basé sur la création des effets de levier,
baptisé modèle de Onoya, que nous allons présenter, qui est notre contribution intellectuelle en tant que stratégiste sur les stratégies de croissance de la République démocratique du Congo. Patrick Onoya, je l'ai dit tantôt, président d'Action Fachi 2023, lobbyiste et stratège. Il a parlé avec son cœur, mais également tout en réfléchissant point par point sur le remède à apporter dans l'évolution, dans les développements de la République démocratique du Congo. Il est à l'économie, c'est quelqu'un qui s'est enraciné dans le domaine des investissements. D'ailleurs, il a pas mal de propositions, la proposition qui touche à cœur l'Assemblée nationale, le Sénat et tous les politiques, c'est d'avoir un ministère d'investissement dans le prochain gouvernement. On tire la sonnette d'alarme que le pays se réveille. Monsieur Patrick Onoya, merci de votre participation dans cette tribune sur Bossolo Télévision. À vous la parole. Vous avez eu la parole. Nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro, toujours dans cette tribune. Merci. Merci.